Hello et bienvenue à tous sur ce live Classroom F3DF. Nous allons être ensemble pour à peu près 30 minutes pour parler aujourd'hui des applications liées à la maintenance industrielle et en particulier sur l'utilisation de la technologie FDM. On aura la chance d'être avec Justin qui est en direct de l'usine d'Agoma. Justin est un professionnel issu du secteur du secteur pharmaceutique et également formateur F3DF. Donc je suis Florian et je serai là aussi pour animer et modérer les questions en fin de session. Du coup, Justin aura la parole pour à peu près 20 minutes et on gardera un temps pour vous entendre et avoir vos remarques et vos questions. Ce live est en direct et enregistré. Vous pourrez revoir le replay directement pour les utilisateurs de la plateforme f3df-elearning.com. Ce sera accessible dans la zone de ressources pour l'ensemble des membres. Du coup, Justin, je vais te laisser la parole pour les 20 minutes qui suivent. Ok, merci Florian. Donc pour commencer, j'espère que vous allez tous bien, que vous captez tous correctement le signal de la conférence. Un petit retour sur le chat pour me dire si vous entendez bien et ce serait super de votre part. Ok, parfait. Merci Hélène. Donc aujourd'hui, je me présente d'abord. Je m'appelle Justin Manquesbec. Je suis entrepreneur roubaisien dans l'impression 3D. Je suis aussi formateur chez 3DF, tout ce qui va être module FDM, euh, plus précisément sur les modules technicien de maintenance, électronique, mécanique, sur la maintenance industrielle. Donc j'ai une douzaine d'années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, dans laquelle j'ai pu développer la technologie de l'impression 3D FDM sur une machine type Intam 6 Funmat HT, qui n'est pas très connue. J'ai donc créé le service de maintenance industrielle par fabrication additive au sein de l'entreprise. Ça a duré une bonne année et aujourd'hui, je suis envolé de mes propres pas. Donc, j'accompagne aujourd'hui les industriels pour fabriquer des pièces détachées très urgentes. Ça permet de redémarrer des machines de production rapidement. Fabrication de prototypes pour les industriels, mais aussi pour les particuliers et de l'impression à la demande. Aujourd'hui, on va donc porter sur un sujet qui me tient très à cœur, c'est la maintenance industrielle qui peut être aidée par l'impression 3D FDM. Donc, on va voir plusieurs sujets. Donc, je vais vous montrer le plan. Hop. Donc, normalement, si tout se passe bien chez vous, vous devriez avoir un diaporama dans votre ordinateur. Donc, du coup, la maintenance industrielle et l'impression 3D FDM. Un petit retour dans le chat éventuellement pour me dire si vous m'entendez toujours bien et si vous avez bien une visu du diaporama. Ok, parfait, merci Hugo. Donc on va développer plusieurs points. On va déjà regarder c'est quoi l'objectif de la maintenance industrielle dans une entreprise, pourquoi elle aurait intérêt à collaborer avec la technologie de l'impression 3D FDM. On va regarder les applications pour les fabrications de pièces, pour les prototypes, également pour les gabarits de montage. Après, on va voir un cas pratique que j'ai pu réaliser moi-même au sein d'une industrie, dans le cas de la maintenance. Et on va terminer sur des questions-réponses. Donc voilà, à peu près une demi-heure de conférence avec 10 minutes de questions. Si vous avez des questions, j'espère que vous en aurez. Donc on va commencer tout de suite avec l'objectif de la maintenance industrielle. Donc l'objectif de la maintenance industrielle, c'est un service au sein des entreprises qui a pour objectif de fiabiliser le fonctionnement des machines industrielles. En gros, il ne faut pas qu'elles soient en panne, il faut prévoir les pannes, ou alors si jamais elles sont en panne, il faut donc les réparer le plus vite possible, parce que du coup, il y a un manque de production. Pour ça, on fait appel aux techniciens de maintenance. Donc, le rôle du technicien de maintenance, je vous ai retiré 3 points importants qui sont pour moi en lien vraiment avec l'impression 3D, qui peuvent être mis en lien. Donc, ça va être effectuer des tâches, des interventions de maintenance corrective, préventive, dépannage et travaux neufs.
Alors correctif, ça veut dire qu'il faut réparer tout de suite la machine. Alors attendez, je vais peut-être mettre ma webcam en même temps, c'est peut-être plus agréable pour vous. Très bien. Donc les interventions de maintenance corrective, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite réparer la machine, ils sont en attente, il faut redémarrer la production. Donc là, c'est en urgence. La maintenance préventive, un autre point, c'est donc de la prévention. On ne va pas attendre que la machine tombe en panne, on va aller la contrôler avant qu'elle tombe en panne. Du dépannage et aussi des travaux neufs. Le rôle du technicien de maintenance, c'est aussi de proposer de réaliser des interventions sur les équipements en vue d'améliorer la productivité et la sécurité. Effectivement, le technicien de maintenance, comme il a une vue globale du fonctionnement de la machine, il est le plus à même de pouvoir proposer des pièces améliorées pour la sécurité, mais aussi pour la rapidité de l'entreprise. Il s'agit aussi de participer ponctuellement aux activités de projet ou d'installation de nouveaux équipements. Donc là, ça va être beaucoup de la recherche et du développement. Finalement, on a besoin de projets, de nouveaux projets. Donc, on va voir que l'impression 3D FDM peut avoir une part super importante dedans. Donc l'impression 3D, ça devient un outil de dépannage. Vraiment, moi, en tant que technicien de maintenance, c'était un outil. J'avais des outils comme un marteau, un multimètre. L'impression 3D, c'est un autre outil. Ça permet de réaliser des pièces, mais pas que, des gabarits, etc. Donc, le technicien de maintenance, il est vraiment au cœur. Il a les compétences pour reconnaître le problème, pour diagnostiquer le problème. Après, c'est son rôle d'aller consulter les vendeurs de pièces détachées pour leur dire exactement ce qu'on a besoin. Donc, pourquoi ne pas chanter cette étape d'acheter la pièce détachée, mais plutôt de la produire directement en interne. C'est vraiment toutes les compétences du technicien de maintenance qui peuvent être combinées avec l'impression 3D pour améliorer grandement la production. Donc, on va passer sur un premier point qui est donc la fabrication de pièces détachées. Alors, je vais couper ma webcam. Donc, la fabrication de pièces détachées, il peut y avoir un gros intérêt au niveau de l'entreprise. Donc, déjà, ça va être une fabrication en interne. Alors, quelqu'un qui a mis temps. C'est Julien, je désactive ton micro, hein, je vous en désolé. Donc du coup, ça permet de fabriquer, faire en interne, donc du coup de maîtriser les coûts. On sait bien que une pièce qu'on achète aujourd'hui 10 euros, l'année prochaine, elle va subir une inflation, elle sera peut-être à 12, 13 euros. Le fait de pouvoir faire en interne, on va maîtriser très précisément les coûts liés à l'achat de la machine, pardon, de la pièce détachée ou de l'objet à imprimer. Ça permet une réactivité accrue. Donc, quand on a une panne, là, on a une panne tout de suite, il est quelle heure là? Il est 11h30. Si on a déjà le plan et qu'on est capable de l'imprimer, allez, à 13h30, 14h30, 15h30, on est capable de remonter sur la machine et de la redémarrer. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau parce qu'avant, il y avait tout le processus d'achat technique. Si on n'avait pas la pièce en stock, il fallait faire des demandes d'achat, un processus assez long. L'impression 3D, là, du coup, elle fout vraiment une grosse claque à ce fonctionnement qu'on avait par le passé. Aujourd'hui, on est vraiment ultra réactif. Un point qui est super important aussi, donc c'est la diminution du stock physique. Je vais remettre la webcam, c'est toujours bien aussi. La diminution du stock physique, donc du coup, il faut savoir. Désolé, hein, je pas forcément tout. Bon, je ne vois pas la webcam, c'est pas grave. Donc la diminution du stock physique, elle est importante parce qu'en fait, le coût d'un stock, de pièces en stock, il est énorme pour une entreprise. Chaque fin d'année, l'entreprise doit payer des impôts sur l'ensemble des pièces détenues en stock. Donc, il va falloir faire un calcul assez précis pour ne pas avoir trop de pièces en stock et donc, du coup, pas trop d'imposition en fin d'année. Ça passe surtout par un calcul statistique. On sait que, on va prendre un exemple sur la voiture, la courroie, c'est tous les 10 ans. On l'a changé il y a 2 ans, on est encore tranquille pour 8 ans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'acheter dans 7 ans pour être certain que le jour où est-ce que la courroie va tomber en panne, on sera capable de la remettre en état. On l'aura tout de suite la pièce, on sera très réactif. Donc du coup, ça coûte énormément d'argent et j'ai déjà vu en fin d'année, on jetait à la benne des pièces toutes neuves, tout ça parce que ça valait impliquer des impôts sur le stock.
Donc, le fait de diminuer le stock physique, mais plutôt d'avoir un stock numérique, c'est-à-dire que vous détenez vos pièces en stock numérique, du coup, vous imprimez à la demande. Et vous n'avez en fin d'année que très très peu de stock. En fait, vous n'avez pas de pièces en stock, vous n'avez que des bobines de consommables. Donc, du coup, l'imposition, elle est très fortement réduite. Ça permet de faire aussi, bien sûr, de la pièce sur mesure. Donc, la pièce sur mesure, c'est de la pièce qui n'est pas proposée par le constructeur. Ce ne sont pas des pièces détachées officielles qui viendraient combler un manque de l'industriel ou alors une nouvelle production. Sur une nouvelle production, on a besoin de nouvelles pièces. Donc, voilà. L'impression FDM, elle va avoir un gros avantage sur le large choix des matériaux. Aujourd'hui, je pense que tous ceux qui sont ici savent que des matériaux, il en existe énormément. Et aujourd'hui, la technologie, elle est fiable. On vous sort des pièces en nylon, en PIC, en ULTEM, en ABS, etc. Des matériaux type ABS renforcés, en polycarbonate, en fibre de verre, etc. Aujourd'hui, le résultat, il est vraiment là. Donc, on peut avoir des pièces qui sont aussi solides, voire parfois même plus solides que les originales. La fin de l'obsolescence, donc du coup, ça arrive de temps en temps, hein. On a des fournisseurs qui nous disent, écoutez, il faudrait peut-être faire le plein parce qu'à partir de l'année prochaine, on ne fournira plus les pièces détachées. Donc si on est dans cette situation-là, bah, on est bon pour racheter une nouvelle machine de production, mais pour les particuliers, ça peut être un nouvel aspirateur, un nouveau volet roulant, ce genre de choses-là. Donc là, on va vraiment, c'est pas la fin de l'obsolescence, mais on va fortement la réduire. Dernier point sur la fabrication de pièces détachées qui va avoir de gros impacts dans les entreprises, ça va être la réduction de la charge au niveau des achats techniques. C'est-à-dire que avant les achats techniques, ils passaient beaucoup de temps à démarcher les fournisseurs pour avoir les pièces nécessaires. Aujourd'hui, ça va être fabriqué en interne. Donc, ça va être une réduction de la charge des achats techniques. Par contre, ça va être transposé, déplacé sur un autre poste qui va être du coup la fabrication additive. Donc voilà. Est-ce que vous me voyez bien sur la webcam? Parce que moi, du coup, je ne vous vois pas. Enfin, je ne me vois pas à travers la webcam. Ok, très bien. Donc du coup, ça permet aussi de réaliser des prototypes. Merci tout le monde, merci Catherine, merci Hélène. Ça permet de réaliser des prototypes. Donc les prototypes, clairement, on sait déjà tout ce que c'est, hein. C'est des pièces qui n'existent pas aujourd'hui et on a un besoin nouveau. Donc là, toute l'impression 3D, c'est sa souplesse de conception et le nombre de réitérations qu'elle autorise. En sachant qu'un moule coûte en moyenne 10 000 euros pour le moulage à injection, les économies attendues pour une entreprise peuvent être considérables. C'est-à-dire que l'investissement pour une machine 3D, il peut souvent être inférieur à 10 000 euros. Donc, vous êtes capable de rentabiliser une imprimante 3D sur une seule pièce. Alors, la pièce que vous avez face à vous, moi, ça me dérange un peu parce que je ne me vois pas en webcam. C'est dommage. Hop. La pièce que vous avez là, donc c'est un prototype pour une machine de conditionnement. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, du coup, ça a été fait assez simplement, 1 heure de modélisation pour avoir un premier essai. Et c'est ce que je conseille souvent dans l'industrie, hein. Faire un premier essai, un premier dessin et l'imprimer et le monter sur place. Et c'est souvent là qu'on va se rendre compte que des petits ajustements au niveau des entrailles, des diamètres, des longueurs, tout ça à respecter. Donc un premier tir et un deuxième tir qui a été tout de suite fonctionnel, en sachant que là, on est sur une pièce. Donc 1 heure de modélisation pour le premier tir avec un quart d'heure de modélisation pour la seconde impression. Voilà, on a 1 heure et demie de modélisation. On est sur une douzaine d'heures d'impression. Donc ça a un certain coût de développement. Par contre, contrairement à la fabrication d'un moule à injection, là ça coûterait vraiment, vraiment une fortune. Là, dans la société dans laquelle j'avais fait ça, ça faisait déjà un mois qu'ils étaient sur le projet. Ils avaient plusieurs devis à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça en 24 heures. Ça a été fait en 24 heures. Donc, il faut vraiment pas cracher sur la technologie. Elle a de gros atouts. Elle n'est pas adaptée à tout, mais elle est adaptée à un certain nombre de choses et finalement pas mal de choses. Je pense que j'ai oublié de parler juste avant. On va passer à la diapo précédente. Je voulais vous faire montrer d'autres choses. Désolé.
Ouais, donc, au niveau des pièces détachées, je voulais vous faire montrer aussi d'autres exemples. Hop, hop, désolé, hein, je suis vraiment maladroit. On est ici sur deux pièces. Donc à votre droite, hein, cette pièce-là, c'est la pièce en injection. On a une trentaine, quarantaine d'euros environ la pièce. Livraison 2 à 3 semaines. Celle-ci, on est sur sa copie. On est vraiment sur sa copie en impression 3D. Donc là, il a fallu quand même voilà, une heure de modélisation. Mais après, on a une heure d'impression. Une heure d'impression de la pièce. Donc, c'est-à-dire que vous avez besoin là maintenant, en une heure. En une heure, vous l'avez à un coût vraiment très raisonnable. En sachant que celui-là, il va falloir monopoliser les services comptables pour faire les paiements, les services achats techniques pour faire des devis. Il va falloir un transporteur. Si c'est très urgent, il va falloir utiliser un transporteur express. Ça va coûter du temps, beaucoup d'argent. Là, voilà. J'ai presque envie de dire à la maison, on fait des copies très, 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 très bien. On est capable aussi, on a du flexible, hein. Ici, on voit une membrane de vanne d'eau de ville, donc pas de détergent, une membrane standard, donc on vient à les percer. Là, en une demi-heure, on a sa copine en impression 3D qui est fonctionnelle tout de suite en un seul essai. Donc voilà le genre de pièces qui, en stock, peut se remplacer très facilement. Ici, on a des pièces, des poussoirs. C'est pareil, on voit bien que c'est des formes qui sont tout à fait propices à l'impression 3D. Alors pourquoi est-ce qu'on continuera à les acheter à des sommes assez élevées chez les fournisseurs? Voilà, hein, je vous en montre d'autres, hein. Là, on est très cher, hein, cette pièce-là, on est à 300 euros vendue par le fabricant, alors que là, on a 3 heures d'impression. Donc, il y a un gros gap au niveau du prix euh, qui, de par le fabricant, est justifié par la recherche et du développement. Pourtant, moi, ça, on l'a modélisé en une vingtaine, une trentaine de minutes. Donc, voilà. Bon, j'ai ramené pas mal d'autres pièces, hein. Donc, ça, c'est un support de panneau de contrôle pour convoyeur. Voilà, une pièce un peu plus compliquée que là j'ai fait toute récemment. Donc c'est une pièce d'accouplement. Elle est assez complexe, il y a pas mal de formes. Donc là, effectivement, pour cette pièce-là, une bonne heure, une heure et demie de modélisation. Et finalement, voilà, on a sa copine qui est tout à fait fonctionnelle. Donc là, il aura fallu, pour ma part, deux essais pour arriver au bon résultat. Mais voilà, en une journée grand maximum, on a notre solution. Donc là, 5 heures d'impression. 5 heures d'impression parce que du coup, il y a pas mal de supports. On est sur une pièce assez complexe. Donc voilà pour la pièce détachée. Donc je passe au suivant. Les gabarits de montage. Alors du coup, les gabarits de montage, euh, on a souvent, donc du coup, sur les chaînes de production, elles sont souvent constituées de tâches répétitives par les employés. Donc du coup, les gabarits de montage, euh, les fixations ou les guides, ça va être des outils qui vont permettre d'accompagner la réalisation d'une tâche au cours d'un processus de fabrication. Donc, à travers la fiabilité, on est sûr que à travers le guide que vous avez juste en dessous de vous au niveau du perçage, on ne peut pas se tromper au niveau de l'emplacement. La précision, c'est pareil, et la répétabilité. On peut enchaîner sans problème. Donc, ils sont le plus souvent utilisés quand même les gabarits pour de l'assemblage, le vissage, le collage, l'emboîtage, du désassemblage, ou encore de la découpe ou du perçage. Ce sont des gabarits de montage en général, c'est plutôt, par le passé, c'était surtout des prestataires extérieurs qui faisaient ça. Mais c'était très long et très coûteux. Et pourtant, ça a vraiment une importance importante parce que ça permet d'améliorer les performances de la production considérablement. Si vous avez vraiment besoin d'être efficace, il ne faut pas passer à côté de ces outils-là. Et ça permet aussi donc du coup de s'adapter, hein, puisque les chaînes de production, elles sont amenées à évoluer constamment. Donc voilà pourquoi les gabarits de montage sont super intéressants. Moi, je les ai beaucoup utilisés dans l'industrie. Je les ai utilisés dans l'industrie surtout pour faire des cales d'épaisseur. Ou alors, parce que souvent, on avait besoin de pièces où il fallait deux personnes. Une personne pour maintenir l'arrière pendant que on faisait l'avant. Et donc, du coup, en mettant des cales suffisantes à une seule personne, on pouvait réaliser le travail. Donc, de la répétabilité, de la fiabilité, c'est tout ça à la fois, les gabarits de montage.
Il ne faut pas négliger ça, c'est un point qui est super important dans l'industrie. Qui, comme je le répète, n'est pas souvent mis en place du fait que c'est surtout fait par des prestataires extérieurs et que ça coûte super cher. Le fait d'avoir une imprimante interne, voilà, on diminue très fortement le prix. Et voilà, alors, quelle heure est-il? Ok, très bien. Alors, je vais terminer sur un cas pratique que j'ai pu réaliser au sein de mon entreprise. Donc, on a vu tout à l'heure qu'en moyenne, vraiment, le coût d'un moule pour l'injection, c'est 10 000 euros. Donc voilà, pour un budget inférieur, moi ce que j'avais réalisé, c'était donc du coup l'achat d'une imprimante 3D, en particulier donc du coup celle que vous avez sur la photo, une Intan 6 Fenmat acheté. Donc 5 000 euros la machine, on n'oublie pas le consommable forcément parce qu'il faut être actif. Quand vous allez avoir une demande, il faudra tout de suite pouvoir réagir. Il faut déjà avoir le consommable avant d'avoir la panne. On n'oublie pas l'outillage parce que l'imprimante ne fait pas tout toute seule. Et je devrais même ajouter les pièces détachées. Il ne faudrait pas qu'elle tombe en panne au mauvais moment, l'imprimante. Donc du coup, la machine, c'est une Intam 6. Ouais, elle est marquée sur la photo, c'est Catherine qui pose la question. Donc on est sur une machine qui est assez raisonnable. On a 5 000 euros hors taxe. Le fait de m'acheter, non. Acheter, c'est plutôt pour haute température. Donc voilà, on n'oublie pas les licences logicielles, Fusion 360, Simplify 3D. Éventuellement, on a des logiciels open source aussi, mais c'est vraiment à intégrer dans l'achat de la machine. Donc voilà, les caractéristiques de cette machine-là que j'avais choisie, c'est effectivement la possibilité de monter en extrusion à 450 degrés. Donc là, c'est vraiment pour des matériaux haute température qui ont des aspects mécaniques très intéressants ou alors biomédical intéressants, de la biocompatibilité, de l'alimentarité, toutes ces choses-là. Un plateau chauffant qui monte vachement haut, qui est vachement pratique pour faire du polycarbonate, de l'ABS et compagnie. Et on a même une chambre, donc finalement c'est un four. Donc pour les pièces comme l'ABS, ça s'imprime vraiment simplement. Volume d'impression 26 par 26, des extrudeurs interchangeables comme sur de plus en plus de machines, en moins de 2 minutes maintenant ça se remplace, et donc une machine caractérisée. Donc le cas pratique, c'était effectivement une machine de conditionnement de produits pharmaceutiques. Donc du coup, on avait des plaquettes de médicaments et l'objectif de cette machine-là, c'est de la mettre dans une boîte avec sa notice, de la refermer, de poser l'étiquette. Donc une machine de conditionnement. Et cette pièce-là, je vais vous la montrer, elle est ici. Donc voilà, elle est ici. On est sur une pièce qui est vendue 70 euros. 70 euros par le constructeur. Et là, on a un délai de 3 semaines. Donc on a intérêt à bien prévoir la panne. Le problème avec ça, c'est qu'on était face à une équipe d'opérateurs sur la machine qui était peu formée et du coup, qu'ils avaient des problèmes de réglage. Et donc, du coup, comme des mauvais réglages il y avait, des casses, ça entraîne en fait. Euh, ce sont des pièces, désolé, je bafouille un peu. Donc, du coup, ce sont des pièces qui sont faites pour casser si jamais il y a un réglage. Il faudrait pas que ça casse l'arbre d'entraînement qui est juste avant. Donc, ce sont des pièces qui sont considérées comme fusibles. Voilà, donc 3 semaines d'attente. Donc, première chose à faire, donc du coup, c'est une modélisation. Modéliser la pièce. Donc là, du coup, ça a été fait sur le logiciel OnShape qu'on utilisait parce que du coup, il est open source. Moi, je conseille quand même fortement Fusion 360 qui est vraiment bien adapté à la modélisation 3D pour l'impression 3D. Et du coup, la F3D qui propose vraiment des formations pour vraiment être calé là-dessus. Donc, une heure de modélisation pour une pièce qui a l'air, qui n'est pas si complexe que ça. C'est juste 5 doigts avec une semelle. Donc voilà. Fonctionnel du premier coup. Donc voilà, ça a été tranché et réalisé sur Intem 6. Donc Intem 6, c'est un logiciel. On parlera tout à l'heure Intem Suite vs Simplify. Intem Suite, en fait, c'est le logiciel qui est fourni par le fabricant. C'est un Cura qui est bridé. Ils ont bridé volontairement la machine, enfin pas la machine, pardon, le slicer, pour vraiment rester dans les conditions qu'ils ont eux qualifiées. Donc du coup, il y a peu de réglages possibles parce que du coup, eux ont vraiment qualifié, on dit c'est opérationnel avec telle fonction activée, etc. Donc voilà. Donc impression du coup sur la Fenmat en ABS, donc plus 245 degrés, un plateau chauffant à 90 degrés
et une enceinte chauffante à 60 degrés. Alors là j'ai marqué 7 heures d'impression. En fait, on a 7 heures d'impression quand on est sur une pièce de haute qualité. Là, c'est pas de la qualité qu'on cherche, on cherche plutôt de la fonctionnalité. Donc on est à 4 heures d'impression en 200 microns. Et là, vous avez un plateau avec 7 pièces de format, donc 7 x 7, parce que je les avais imprimées en fine qualité. Voilà, 49 heures d'impression. Imprimé sans aucun souci. Donc, le remontage sur la machine de production, donc on voit bien, hein, les pièces sur les extérieurs sont des pièces imprimées en 3D. Les pièces au centre sont des pièces en injection. Bon, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. La machine a redémarré aussitôt les nouvelles pièces de format remises en place. Donc voilà, un bon cas pratique. Par contre, on est compétent sur l'amélioration de la fourniture des pièces détachées. Par contre, là, on était toujours sur un problème, c'est-à-dire que les opérateurs ne savaient toujours pas faire fonctionner la machine. Donc du coup, aussitôt les pièces ont été remontées, aussitôt les pièces ont été recassées. Ça fait du travail pour pas grand-chose. Donc du coup, on a décidé d'aller plus loin, on a décidé de proposer une solution, vraiment penser impression 3D, penser être en interne et penser à ajouter des fonctions à l'objet. Donc c'était surtout un objectif. Du coup, voilà, l'objectif c'était d'aller plus loin avec l'impression 3D et ce que j'ai eu l'idée de faire avec cette pièce-là qui, du coup, quand c'était mal réglé, ça cassait. Et ben écoute, j'ai décidé de lui faire une semelle. Je vais la passer, hein. Voilà. C'est de faire un sous-ensemble de cette pièce qui à la base n'est qu'une pièce. Là, on en fait un ensemble de 6 pièces avec une semelle rigide et des doigts flexibles. Donc les voilà. Donc là, vous n'avez pas le droit à la pièce en entier, vous avez juste le droit à un prototype de démarrage. Donc on a bien notre semelle rigide et on a des doigts qui par contre cette fois-ci sont flexibles. Alors d'ici vous ne pouvez pas toucher, hein. Mais ce qui est intéressant c'est qu'avec la densité de remplissage qu'on a à l'intérieur, on est capable d'ajuster la flexibilité du matériau. Donc là on a pu vraiment adapter la pièce pour avoir exactement la dureté. Et si jamais il y avait un déréglage, il faut que la pièce le déforme et donc on n'a plus d'arrêt machine. Donc le tout est collé sur la semelle pour ne faire qu'un seul ensemble. Donc on est à peu près en 7-8 heures d'impression parce que du coup le flexible il est un peu plus long à imprimer. Il est un peu plus contraignant aussi. Donc voilà, remodéliser sur OnShape. Voilà. Et ici, alors je ne suis pas certain que vous puissiez voir la vidéo. Ça, du coup, c'est la pièce en fonctionnement montée sur place. J'espère que vous la voyez et qu'elle est suffisamment fluide pour vous. Donc voilà pour le cas pratique. On est parti d'une problématique où on n'avait pas la pièce en stock et il fallait rapidement la réaliser. Donc on a pu réaliser. Je vous ai pas montré les copies. Les copies sont cassées malheureusement. Donc on a pu réaliser rapidement des copies pour redémarrer la production. On a même pu proposer des solutions qui allaient au-delà pour éviter des pannes futures. Voilà pour ma présentation. Donc, vous pouvez retrouver, bien sûr, comme ça a été annoncé tout à l'heure par Florian, les replays dispo sur f3df-e-learning.com, sur la chaîne YouTube aussi. Vous avez accès aussi à d'autres cours de formation qui ont été faits par le passé. Je vous conseille vraiment d'aller voir parce qu'il y a des choses intéressantes. Bien sûr, rendez-vous dans nos centres de formation F3DF parce que du coup, si vous êtes intéressé par la maintenance industrielle, il y a un cursus vraiment spécifique qui vous est proposé. Technicien de maintenance dans l'industrie, FDM. Voilà, je suis disponible pour vos questions. J'espère que vous en avez quelques-unes. Je souhaite surtout avant tout remercier Dagoma qui m'ont prêté leurs locaux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 2-3 bécanes derrière. Merci à F3Dev de proposer des classrooms, c'est vachement intéressant. Et c'est toujours instructif pour tout le monde dans tous les domaines. Donc je suis disponible pour vos questions. Et si vous avez des questions, vous pouvez passer aussi en webcam si vous les poser. Merci. Du coup, merci Justin, oui, pour ce retour d'expérience.
Bah, du coup, on attend bien sûr vos questions. N'hésitez pas, bah, si, bah, comme disait Justin, vous pouvez bien sûr allumer vos caméras, ça nous fera plaisir de voir vos visages et de vous entendre. Sinon, bah, via directement le chat. Alors, j'ai déjà dit beaucoup de choses, hein. Si vous n'avez pas de questions, c'est vraiment pas un problème. C'était complet, exhaustif. Alors du coup, là aujourd'hui, on a fait un focus sur la technologie FDM par rapport à ces applications-là. Est-ce que c'est justement la technologie qui est la plus utilisée par rapport à la maintenance? Oui, c'est la plus utilisée pour une raison simple, enfin pour plusieurs raisons. C'est celle qui a le moins de contraintes au niveau danger, pollution de l'air. L'impression 3D en dépôt de filament, c'est très peu de contraintes, hein, comparé aux poudres métalliques ou aux résines photopolymérisables. C'est la plus simple, mais c'est aussi celle qui propose en général le volume de fabrication le plus intéressant. Pour les pièces détachées, hein, on voit bien, hein, ce sont des pièces, bon, peut-être plus celle-ci, on est vraiment sur des pièces qui, voilà, du coup, ont quand même un certain volume et le rapport temps-volume est bien plus intéressant sur la FDM. Voilà pourquoi c'était ce qui est privilégié. Alors, je vois des questions, il me semble que j'ai vu passer des questions. Alors, Alors oui, pas de Catherine, tout à l'heure questions. avait une question sur le nom de la machine, mais je t'y ai répondu en direct. Oui, donc du coup, donc c'est une Funmat achetée de la marque Intamsys. Vraiment, c'est une machine qui est intéressante pour son aspect industriel. On est cartérisé, on a un arrêt d'urgence, on a, euh, on a pas mal de choses qui font vraiment de la qualité. À l'intérieur, on est tout sur de euh, la pièce à la fraisage numérique. On est vraiment sur des objets, sur une imprimante de bonne qualité. Pardon. Du coup, peut-être Justin, faire un point sur l'utilisation également des matériaux chargés euh, ou l'utilisation de manière plus générale des composites. Est-ce qu'il y a un intérêt à aller vers ces consommables-là et peut-être voir quelles peuvent être les compétences qu'il faut maîtriser pour ça? Ouais. Alors du coup, pour les matériaux qui sont chargés, en général, ça va pas être un aspect de température qu'on va chercher parce que on va juste injecter de l'inclusion. Donc, un matériau chargé ne va pas être plus résistant à la température. Premier point. Deuxième point, il va avoir par contre là un gros atout au niveau mécanique. Au niveau mécanique, quand on va faire de l'impact ou de l'abrasion dessus, euh, des fibres de carbone ou des fibres de verre vient fortement euh, consolider la structure et la rendre plus solide. Après, il y a des aspects qui sont esthétiques principalement. Euh, voilà. Alors, ce qu'il faut faire attention, surtout sur les machines si vous utilisez une machine pour faire du matériau chargé, attention au diamètre de buse. Le diamètre de buse de 0,4 qu'on a l'habitude de voir sur les imprimantes standards, c'est vraiment la taille minimum pour les matériaux chargés. Peut-être plutôt essayer de passer par un 0,6, 0,8. Malheureusement, la qualité va aller décliner, mais on est bien obligé par rapport aux matériaux. Et deuxième chose, faites très attention à la matière de votre buse. Une buse laiton avec un matériau chargé, il va souffrir, il va vraiment souffrir. Aujourd'hui, on a des nickel chrome, on a des aciers trempés, euh, on a beaucoup de matériaux et j'ai même vu là récemment des matériaux, une buse avec une tête rubis. Euh, j'ai pas testé, hein, vu le prix, ça a l'air d'être intéressant, mais voilà. Voilà pour les matériaux chargés. Alors du coup, peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, je vois pas apparaître de questions sur le chat. Aujourd'hui, qui peut être enfin, quelles peuvent être les entreprises qui sont à même d'intégrer ces technologies? Est-ce qu'il y a une typologie d'entreprise? Est-ce qu'il faut avoir une certaine taille? Est-ce qu'il faut avoir bah, des personnes dédiées? Voilà, quels sont un peu j'ai envie de dire le go no go pour intégrer ces technologies plutôt que de passer par de la sous-traitance? Alors, effectivement, pourquoi on passerait
plutôt en interne que la sous-traitance. En fait, l'investissement, déjà, il est assez faible. Un investissement de 10 000 euros, des PME peuvent se le permettre. Par contre, effectivement, au contraire, un point que tu as souligné, c'est qu'il faut effectivement les compétences en interne. Donc, du coup, il faudra peut-être dédier une personne, deux personnes. Donc, du coup, euh, seulement les entreprises qui sont capables vraiment d'investir sur l'avenir. Donc, voilà, encore une fois, aucune barrière au niveau de la complexité. Je ne sais plus trop exactement là où je voulais en venir. Tout du moins, toutes les entreprises dans 2 ou 3 ans auront un fort intérêt à s'y mettre. Aujourd'hui, principalement, ce sont les entreprises qui ont une forte maintenance, un gros besoin de maintenance avec un gros budget lié à la maintenance. Là, il y a beaucoup de bénéfices à intégrer la technologie. Donc du Ah, coup, il y avait une question de Catherine. Alors, c'est ça, hein, ah, c'est c'est bien, les Catherine. dernières questions apparaissent. Ouais, bah, je vais en profiter. Voilà. Catherine, est-ce que tu pourrais détailler que veux-tu dire par bridé concernant l'imprimante 3D? Et tu peux peut-être même prendre la parole si jamais tu as un micro. Ok, micro HS. Si tu peux rédiger ta question, comme ça je lui apporterai une réponse, pardon. En tout cas, merci à tous les participants. Alors, j'ai essayé de les citer, hein. Merci à Julien, merci à Martial, merci à Michael, merci à Ramos, merci à Patrick, merci à JB, Franck, Florian, Christine, Catherine et Bernard. C'est plutôt pas mal, il y a pas mal de gens. Alors du coup, Catherine, bridé dans le sens utilisation de matériaux uniquement validés par le fabricant de machines, utilisation uniquement du soft conseillé pour le slicing. Concernant la Intem 6, non, on n'est pas bridé. On a effectivement des matériaux qui sont proposés par le constructeur. On n'est pas obligé d'utiliser ceux-là, ils ne sont pas pucés. C'est juste qu'ils sont pré-paramétrés dans la machine avec les températures adéquates. Au niveau du slicing, il va apporter quelques fonctions, on va dire, connectées directement à l'imprimante, où le temps restant d'impression va être un peu mieux calculé. Par contre, rien ne vous interdit derrière d'aller mettre vos propres paramètres sur Simplify, sur Cura, sur Slicer, sur Petirost, etc. On est sur une machine qui est fournie avec un logiciel qui est un peu bridé, mais si vous souhaitez utiliser vos propres logiciels, aucun problème. Alors, que pensez-vous du fabricant Tobeka? Tobeka, je ne connais pas. Navré, je connais pas mal de machines, mais Tobeka, ça ne me dit rien du tout. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions, il faut en avoir pour 2-3 minutes. Alors, utilisez-vous plusieurs slicers? Oui, effectivement. Alors, Catherine, hein, je répondrai juste après. Donc, plusieurs slicers, oui, effectivement. Moi, j'utilise principalement quand même Cura by Dagoma et Simplify 3D. Euh, je pense pas qu'il faut utiliser un seul logiciel, chacun a ses atouts. Et il faut profiter des compétences de chacun des logiciels. Et je vais même utiliser par exemple MeshMixer qui va pas être directement lié au tranchage, mais qui va plutôt être lié à la fabrication de supports arborescents organiques pour gagner du temps. Donc du coup, voilà, moi je pense qu'il faut absolument pas se cantonner à un seul logiciel, que ce soit sur la modée ou sur le slice. Il faut vraiment utiliser celui qui vous plaît ou celui qui vous semble le plus adapté. Donc Catherine, non, effectivement, spécialiste français de la machine industrielle sur mesure, non, je ne connaissais pas. Je connais beaucoup de constructeurs français, mais malheureusement pas de Tobeka, mais je me renseignerai. Bah, écoutez, merci beaucoup, merci Catherine d'avoir participé, d'avoir posé des questions, et encore une fois, merci à tout le monde d'avoir été là. Bonnes vacances à tout le monde et à bientôt chez F3DF. Au revoir.
Ok, très bien. Ce que je propose, Non, c'est bon. on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce live Classroom. Il s'agissait du dernier avant l'été et j'en profite pour vous souhaiter à tous d'excellentes vacances pour ceux qui en ont, ou en tout cas de profiter cet été pour mettre en place vos projets. Et nous serons en pause pour la partie Classroom Live. On reprendra en septembre. Mais bien entendu, vous pouvez continuer à vous former sur la plateforme F3D e-learning puisque vous pouvez accéder à l'ensemble des modules, que ce soit dans la partie industrie pour découvrir les technologies, faire des focus sur d'autres technologies qui n'ont pas été abordées, ou vous former à la conception. Donc en tout cas, qu'elle soit studieuse ou pour le plaisir, passez à tous un très bon été. On va clôturer ce classroom. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez les poser sur le chat avant qu'on clôture, mais aussi pour toute remarque sur l'adresse mail de l'équipe à hello@f3df.com. Donc, je vous souhaite encore à tous d'excellentes vacances. Merci Florian. Merci à tout le monde. Au revoir.